On va passer à la dernière intervention avant une pause café qui sera bien agréable et qui sera l'occasion de continuer les discussions. Donc là, j'accueille Caroline Lefebvre de l'entreprise Natoli et Julie Supervi de la même équipe de recherche que Gwenolé à Montpellier, INRAE. Alors bonjour, donc je suis Julie Supervi, je suis chercheur INRAE et donc je fais partie d'une équipe qui inclut de nombreux économistes montpelliérains, dont Sylvain Chabet, Raphaël Prégé et Sophie Toyer. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le résultat d'une expérimentation sociale qui a été menée en partenariat avec la CAF coopérative des vignerons du pays d'Ansérunes. Et je vais le faire avec Caroline Lefebvre. Bonjour, donc Caroline Lefebvre. Aujourd'hui, je travaille pour le laboratoire Natoli et Associés à Saint-Clément-de-Rivière, mais je travaillais auparavant donc à la CAF coopérative des vignerons du pays d'Ansérunes en tant qu'ingénieur agronome, technicienne vignoble. Voilà, alors c'est une expérimentation sociale, celle dont on va vous parler tout de suite. C'est une méthode qui permet d'évaluer l'efficacité d'un outil, d'une innovation, d'un dispositif, qu'il soit public ou privé, et qui vise à atteindre un objectif social donné. Donc dans le cas qui nous intéresse, c'est la réduction des pesticides. Et l'objectif d'une expérimentation sociale, c'est de mesurer les effets du dispositif en question, les conditions de sa mise en œuvre, afin d'envisager de le généraliser par la suite, dans son ensemble ou au moins en partie. Et la raison pour laquelle on réalise des expérimentations sociales, c'est qu'on n'est pas toujours à même d'anticiper les effets possibles d'un dispositif nouveau qui est basé sur notre connaissance des mécanismes de décision des individus. Alors on le teste à petite échelle, ce dispositif, et on met en évidence son potentiel de réussite, s'il y en a un, avant de l'étendre à plus grande échelle. Voilà, donc nous, du côté des chercheurs, l'objectif, c'était d'étudier un levier qui est très plébiscité ces dernières années et qu'on appelle le nudge. Alors le nudge, c'est un terme anglais qui veut dire coup de pouce et qui désigne une technique qui a été développée par un prix Nobel d'économie qui s'appelle Robert Thaler et qui se propose d'influencer nos comportements dans notre propre intérêt, en invoquant notre tendance à nous conformer à certaines normes sociales. Par exemple, si je reçois un facteur d'électricité et que sur cette facture d'électricité, on m'indique, est-ce que vous voulez que je m'interrompe? Si je reçois une facture d'électricité sur laquelle j'apprends que ma consommation est très supérieure à celle des ménages qui font la même taille que le mien et qui ont un logement de la même taille aussi. Je reçois une facture d'électricité sur laquelle on m'indique que je consomme plus que les ménages qui me ressemblent. Et bien, probablement que ça va m'inciter à ajuster mon comportement de manière à me conformer à ce groupe auquel je m'identifie, mes semblables, et je vais adapter mon comportement de manière à être plus vertueuse et avoir une consommation plus raisonnable d'électricité. Donc cette information qui me dit que je consomme trop, c'est ça le nudge. Et donc des études récentes ont montré que ces nudges, ils pouvaient être très efficaces dans de nombreux domaines, et plus souvent, c'est les domaines de consommation qui sont étudiés. Donc là, je parle de consommation d'électricité, mais on parle de consommation d'eau, on parle aussi de dégradation des espaces publics. Ce qu'on observe, en tout cas, c'est que les nudges, ça marche, et surtout, c'est pas très coûteux. Ça coûte pas très cher. Alors, diffuser l'information sur le support qu'on utilise peut être onéreux d'une certaine manière, mais l'information en elle-même, elle ne coûte pas grand-chose, ce qui suggère que la mise en œuvre de ce type de dispositif, elle pourrait être extrêmement profitable pour la société. Alors, dans le domaine de la pollution des pesticides, on n'avait pas encore envisagé de mettre en place un nudge. Les producteurs sont rarement ciblés par ce type de dispositif, c'est plutôt les consommateurs qui sont visés d'habitude. Pourtant, il existe plusieurs raisons de penser qu'une expérimentation de ce type pourrait porter ses fruits, et c'est la raison pour laquelle sa mise en œuvre avec des viticulteurs d'une CAF coopérative de Montpellier, ça représentait un projet extrêmement enthousiasmant pour nous. Donc là, il a fallu déterminer de quel nudge on allait utiliser. Donc comment on allait inciter les viticulteurs à souscrire à souscrire à la MAE, aux dispositifs financiers, mais surtout d'adhérer à la pratique et de se lancer dans la confusion. Et ensuite, comment mesurer l'efficacité du nudge? Ouais. Donc nudger les viticulteurs pour réduire les pesticides. Donc on a étudié ensemble, lors de la journée, les différents types de nudge qui existent. Donc on a des nudges de type informel qui vont nous donner de l'information sur une pratique culturelle ou sur une pratique alternative. On a ensuite déterminé donc le nudge de type récompense-distinction
pour que le viticulteur bénéficie d'une gratification symbolique s'il adopte une nouvelle pratique. Et puis, on a travaillé aussi un peu sur le nudge de type comparaison à autrui. Donc ça, c'est l'exemple de l'électricité, de la facture d'électricité, de se dire, est-ce que voilà, on pourrait construire un nudge qui permet aux viticulteurs de se positionner par rapport à ces référents. Donc en réfléchissant ensemble un petit peu au contexte coopératif spécifique des vignerons du Pays d'Ancérunes, donc qui est une cave coopérative, je fais 1 minute d'historique, cave coopérative de grosse dimension dans l'ouest biterrois, issue de la fusion d'un grand nombre de caves coopératives, qui elles-mêmes adhèrent à un groupement de metteurs en marché, au groupement Foncalieu, où il y a d'autres caves coopératives. Donc là, moi, je me suis dit, en réfléchissant tous ensemble et puis avec les autres cadres, le nudge de type comparaison à autrui, ça pourrait être un bon levier pour inciter les viticulteurs à faire un peu comme d'autres viticulteurs qui le font déjà et pour lesquels ça fonctionne bien. Donc on a choisi celui-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On avait aussi un peu l'idée quand même qu'il fallait beaucoup plus communiquer et diffuser l'information, parler de la pratique, etc. Donc en communiquant, on a créé un flyer, du moins oui, un petit flyer qu'on a envoyé par voie postale, dans lequel on avait inscrit la lutte contre les vers de grappe par confusion sexuelle, ça marche. Déjà 5500 hectares dans l'Hérault. Et en 2017, ce sera l'ensemble des vignes de Puchéric qui seront en confusion. Donc le vignoble de Puchéric, c'est le vignoble de l'autre cave coopérative de l'Union Foncalieu. Et pourquoi pas dans vos parcelles. Donc ça, c'était l'incitation. Et ensuite, on a doublé la communication par des envois de SMS où on répétait le même message. Et les viticulteurs avaient simplement à me répondre OK pour que je les rappelle et que je leur donne des informations, qu'on voit si on peut on pouvait les mettre dans un îlot de confusion, quelque chose comme ça. Sachant que la voie postale et le SMS, dans le milieu coopératif à ce moment-là, c'était comme ça qu'on touchait le mieux les coopérateurs. Voilà. Voilà, alors que ce soit par courrier ou par SMS, la diffusion du nudge, elle a été effectuée selon un protocole bien précis qui permet d'évaluer son impact. Concrètement, on a créé 2 groupes à partir d'une liste de 500 coopérateurs qui a été mise à disposition par la COPE. Et les individus ont été assignés de manière totalement aléatoire à 2 groupes. C'est-à-dire qu'on a effectué un tirage au sort, complètement à l'aveugle. Et donc, on a obtenu 2 groupes de 250. Un groupe a reçu les nudges, dont vient de parler Caroline, et l'autre groupe ne les a pas reçus. Donc, on parle traditionnellement de groupe traité et de groupe contrôle, par analogie avec les autres domaines dans lesquels on fait l'expérimentation, comme la médecine ou l'agronomie. Alors, pourquoi c'est si important d'assigner les participants à l'expérimentation de manière aléatoire à l'un des 2 groupes? C'est parce que quand 2 groupes sont aléatoirement sélectionnés au sein d'une même population, tous les 2 représentent le groupe entier et ils sont donc statistiquement équivalents entre eux. Ce qui signifie qu'en moyenne, les individus des 2 groupes ont les mêmes caractéristiques. Par exemple, dans notre cas, on a créé donc comme ça 2 groupes dans lesquels l'âge moyen était dans les 2 cas 60 ans, la surface de la ferme c'était 6 hectares et la répartition géographique des fermes au sein des 2 groupes était la même. La proportion des gens qui étaient au nord du département c'était la même, la proportion des gens qui étaient au sud c'était la même. Et comme ça, toute une série de caractéristiques étaient similaires. Et l'intérêt donc de créer ces 2 groupes comparables, qui sont comparables avant la diffusion du nudge, évidemment, c'est que si ces 2 groupes, les traités, les contrôles, diffèrent à l'issue de l'expérimentation, on pourra en conclure que c'est uniquement en raison du nudge, puisqu'au départ, ils étaient pareils. Et que cette différence qu'on observe, elle n'est pas due à une différence préexistante entre les 2 groupes. Alors, afin de pouvoir distinguer l'impact du nudge, afin de pouvoir distinguer l'impact du nudge de celui simplement de recevoir un courrier ou un SMS, parce que ça aussi, ça peut être enthousiasmant. Et nous, c'est seulement le contenu de l'information qui nous intéresse. Est-ce que ça change quelque chose? On a envoyé un courrier et les SMS aux 2 groupes. C'est-à-dire que, en pratique, le groupe de contrôle, il a reçu le courrier qui est sur la gauche de l'écran, là.
Et le groupe Nudgé, il a reçu le même courrier, évidemment, la même invitation à venir à la réunion d'information organisée par Caroline, mais en plus, ils ont eu le fameux flyer qui contenait le nudge. Et de la même manière, tout le monde a reçu les SMS. Tout le monde a reçu un SMS sur contactez Caroline si vous voulez passer en lutte bio, sauf que le groupe Nudgé a en plus reçu la mention, puis Chéric le fait déjà depuis 2017. On s'est intéressé donc pour l'évaluation de l'impact à 3 types d'indicateurs. D'abord, est-ce qu'ils ont répondu aux SMS? Est-ce qu'ils se sont pointés à la réunion? Et évidemment, in fine, combien d'entre eux ont adopté la confusion sexuelle? Et donc voilà les résultats. Donc sur ce graphique, vous avez sur la partie gauche les résultats pour l'ensemble de l'échantillon, les 500 coopérateurs. Le panel du milieu, c'est la strate des petites fermes, c'est les vignobles qui font moins de 7 hectares. Et le panel de droite, c'est le groupe des vignobles qui font plus de 7 hectares. Alors, les points rouges, ça représente les réponses dans le groupe traité. Les points verts, ça représente les réponses dans le groupe contrôle. Et ces points, ils sont positionnés sur des segments qui représentent l'intervalle de confiance parce qu'en fait, la valeur qu'on estime pour l'échantillon, on l'extrapole pour la population. Et donc, c'est intéressant pour nous de connaître non seulement la valeur moyenne au sein du groupe, de l'indicateur, mais aussi toutes les valeurs probables autour de ce point-là. Et ce qu'on observe, c'est que les segments, ils sont superposés presque tout le temps sur tous les graphiques, ce qui suggère que même si la réponse n'est pas exactement identique dans les deux groupes, elle n'est pas statistiquement différente, donc on ne peut pas conclure que les gens se sont comportés de manière différente dans les deux groupes. Donc le constat, c'est que si on regarde le graphique de gauche, par exemple, le taux de réponse au SMS, le taux de participation, le taux d'adoption de la pratique, il n'est pas très différent entre les deux groupes. Si j'observe également la strate du milieu, celle des petites fermes, pareil, les segments ils sont collés, je ne vois pas vraiment de différence entre les deux. Finalement, la seule différence que j'observe, je l'observe sur le panel de droite, là, dans les grandes fermes. En 2017, apparemment, il y a une différence significative entre les deux groupes, mais elle est de manière un peu inattendue, à l'envers. C'est-à-dire que la proportion d'adoption de confusion sexuelle, elle est moins importante dans le groupe de ceux qui ont été nudgés, donc ceux pour lesquels on attendait qu'ils fassent un effort supplémentaire, que dans le groupe contrôle. Ce qui indique que la diffusion du nudge dans cette population particulière, elle aurait donc découragé les coopérateurs au lieu de les booster, de booster leur intérêt. Donc concrètement, si vous arrivez à lire les chiffres qui sont ordonnés, on observe donc 40% de ceux qui ont reçu le nudge, qui ont adopté la confusion sexuelle, dans le groupe des contrôles, alors que seulement 20% ont adopté dans le groupe nudgé, ce qui suggère donc que le simple envoi du nudge aurait divisé l'adoption par 2. Donc, pendant que vous réfléchissez à ça, je passe la parole à Caroline. Oui, bon, alors on n'a pas eu de souscription supplémentaire parmi les nudgés, sauf l'effet sur les grandes fermes, un effet boomerang en 2017. Donc, il y a eu plusieurs pistes de réflexion autour de ça, à savoir, est-ce que le fait de savoir que ailleurs dans le groupe de commercialisation des vins, il y avait déjà des bons élèves ou une bonne adoption des pratiques, de se dire bon voilà, les autres le font, pourquoi nous on est obligé de le faire? Ou alors une hypothèse aussi qui a été soulevée et trouvée, c'était peut-être que la comparaison, elle était pas forcément. Ah non, il y a un autre truc, pardon, je rembobine. C'était ce qui est souvent ressorti, c'est parmi les coopérateurs qui ont été interrogés, c'était non mais c'est différent à Puy-Chéric, c'est pas la même structure de parcelle. Eux, ils peuvent y arriver, c'est facile, et nous, c'est pas facile. Du coup, ce qui est bon, alors d'un point de vue technique et d'un point de vue de la technicienne, de l'ingénieur que je suis ou de la chercheuse, ce qui ne fait pas forcément sens dans la mesure où le coût de la confusion, c'est un coût à l'hectare qui est le même partout. En effet, à Puy-Chéric, les parcelles sont généralement plus grandes, mais ça arrive aussi sur certains endroits à la coopérative des vignerons du Pays d'Ancérine. Et puis, le sociétariat des deux coopératives sont relativement proches, à savoir 80% de la surface est détenue par 5 à 10% du sociétariat. Ça reste une CAFCOP, en fait. Voilà. Donc, en fait, pour nous, c'était pas forcément valable, même si c'est pas exactement les mêmes coopératives. Toutefois, ça a quand même eu probablement un très fort impact. C'était peut-être pas une bonne idée de les comparer, en gros. Puy-Chéric et VPE, voilà, ça a visiblement pas incité à faire comme leurs voisins, voilà. Ce
Ce qui par ailleurs, sur d'autres pratiques, a été démontré à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des lieux, des villages, des groupes de coopérateurs qui sont moteurs sur certaines actions, notamment l'arrêt des herbicides. Donc ça, c'était d'autres MAE. On les a pas vérifiés statistiquement, on n'a pas fait de choses comme ça, mais on voyait des mouvements, voilà, leaders de certains coopérateurs. Je sais pas du tout où on en est du temps. On va arrêter. Voilà, on a donc, fini, voilà, on a terminé. On prend les questions à Bordeaux. Est-ce que ces histoires de comparaison font poser des questions à certains participants sur le contexte de l'expérimentation? Moi, j'en avais une de mon côté. L'écart qu'on constate entre les petites et les grandes fermes, tu l'as peut-être dit, Julie, mais comment tu l'expliques, le fait que ce soit les grandes fermes où on ait un effet contre ce qui aurait pu se passer, mais rien sur les petites fermes? Bah, c'est une super question. En fait, on ne sait pas, hein. En fait, ce qu'on aurait quand même aimé obtenir, c'est pas forcément un effet contre-productif sur les gros tout seul. Ça, peut-être, ça peut s'expliquer, et peut-être un enjeu de profitabilité plus important. Du coup, je sais pas, il y a peut-être le message est plus contre-productif quand on s'adresse à des gros vignobles. Mais ce qu'on aurait aimé obtenir, c'est que dans la strate des petits, il y ait au moins un effet positif, parce qu'en fait, voilà, on aurait aimé avoir des effets divergents, pas uniquement un effet contre-productif. On aurait bien aimé quand même pouvoir enregistrer un succès dans la strate des petites fermes. La réalité, c'est que l'échantillon n'était pas suffisamment grand pour que la puissance statistique nous permette de répondre. Donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait un effet dans le groupe des petites fermes. C'est juste un effet positif du nudge, c'est juste qu'on n'arrive pas à le détecter avec la taille de notre échantillon. Après, oui, la typologie des fermes, pourquoi il y a un enjeu plus gros, une susceptibilité plus forte, un effet plus contre-productif sur les gros vignobles. On en a beaucoup discuté avec Caroline, on n'a pas de réponse hyper satisfaisante à ça. Et peut-être, on espérait que dans le public, il y en aurait des gens qui verraient de suite où est le problème. Oui. Éric Girohéro, toujours le même. Julie, la question que je me pose, c'est est-ce que la réponse n'est pas dans une réflexion que tu as fait au tout début de ta présentation, qui est la connaissance des mécanismes de décision des individus. Et j'ai l'impression que dans toutes ces histoires de nudge, de comportemental, on part d'une supposée connaissance des mécanismes de décision des individus alors qu'on ne la connaît pas vraiment. Et en l'occurrence, peut-être est-ce que... Enfin, je pense qu'on ne le travaille pas assez. Et en l'occurrence, est-ce que le mécanisme de décision des individus dans le cadre des grandes exploitations, ce n'est pas du tout le même que les petites exploitations et que ça ne viendrait pas de là, quoi? Et avant de vous repasser la main, on prend rapidement une autre question. Bonjour, Jacques Gauthier, je travaille à l'INAO. Une petite question, est-ce qu'il n'y aurait pas un effet lié au morcellement des grandes propriétés avec une présence de propriétés individuelles qui annihilerait un peu l'intérêt de la confusion sexuelle, parce qu'on sait bien qu'il faut avoir une approche collective sur un territoire, et que est-ce que vous avez pu regarder ça ou pas? Merci. Oui, bah, c'est pour ça. Oui, il y a forcément, enfin, il y a absolument, nécessairement besoin d'une approche collective pour que la confusion, ça fonctionne sur ces types de territoires où le parcellaire est extrêmement morcelé. D'où la communication massive et l'essai de cette d'expérimentation de nudge. Mais voilà, dans tous les cas, pour pouvoir faire de la confusion dans ce secteur, il faut forcément fédérer les coopérateurs, les vignerons indépendants et surtout les coopérateurs d'ailleurs de plusieurs caves coopératives sur les mêmes territoires. C'était tout l'idée du nudge, de dire, bon, adopter la confusion sexuelle, ben, ça peut requérir une subvention, mais se coordonner, il ne devrait pas y avoir besoin de subventionner la coordination, quoi. On devrait juste, avec un nudge, l'information, la mise, l'échange, le partage d'informations, les efforts de la salariée de la cave coopérative, ça devrait pouvoir suffire. Et donc, c'était pas le cas. Mais pour répondre à Éric, oui, nous, on était très contents hein, que ça marche pas. Les chercheurs, Caroline n'était pas contente, mais nous, on était très contents parce que justement, on est très perplexes. On a des modèles d'économie standard qui décrivent la rationalité des individus avec les objectifs de profit espérés.
Et quand on fait des expérimentations sur le terrain, presque tout le temps, ça colle pas avec la théorie. Et donc ça nous encourage à en faire plus d'expérimentation. Pas moins de théorie, il faut toujours la théorie, mais enfin, ça nous encourage à en faire plus. Et donc peut-être bâtir des nouveaux modèles, quoi. Probablement différents pour les gros vignobles et de ceux des petits. Ok. Est-ce que vous avez des questions à Beaune? Oui, on va les prendre. Oui, alors nous avons été à nouveau coupés. De questions où en général nous avons des on termine par là où est l'intervenant. Alors c'est pour ça que je pose la question à Beaune, mais j'ai bien noté qu'il y avait des questions. Si vous en avez, sinon on passe à Montpellier. Je vais en poser une. Nous avons parlé des typologies d'exploitation, mais tout au début, Julie, tu parlais d'âge moyen de 60 ans, si je me souviens bien, des participants. Est-ce que l'on sait si l'âge moyen peut influencer justement je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais en tout cas la sensibilisation au nudge? Oui, certainement. Alors là, les 60 ans, c'était sur le groupe des petites fermes. Donc le groupe des petites fermes, c'est essentiellement des retraités ou des gens des plus réactifs, en effet, d'un certain âge, qui sont représentés dans l'échantillon. Dans le groupe des grandes fermes, il y a plus de jeunes, mais il faut savoir quand même que la moyenne d'âge du sociétariat, enfin des coopérateurs à cette époque, ça devait être 54 ans et demi ou 56 ans 3/4. Enfin, c'est quand même vraiment âgé. Ok. Est-ce qu'on peut prendre les questions à Montpellier? Oui, il y a une question là. Marc-Antoine Montagne du Château Signac. J'ai juste une petite réaction. Moi, je suis du coup vigneron. Vous m'envoyez ce message-là. J'ai un peu le sentiment qu'on essaie de me manipuler et ça m'énerve. Du coup, je me demande simplement, en fait, est-ce que vous avez envisagé le fait que le nudge était peut-être un peu trop bourrin? On sait que les gens, effectivement, il y a un mouvement un peu grégaire qui peut être mis à profit, mais je pense que surtout en France, dès qu'on sent qu'on veut nous emmener quelque part, on résiste. Cette remarque fait Le réagir milieu un peu. coopératif est un peu bourrin. Désolée de le dire comme ça, mais c'est quand même mais non, mais c'est un milieu aussi où c'est musclé, quoi. Et la communication, elle est peut-être, enfin, c'est pas mon terme, disons, je l'ai repris, mais où, alors, par contre, sur le fait que c'était certainement pas la bonne façon c'était pas le bon nudge ou c'était pas la bonne comparaison, ça, je pense qu'on est d'accord. Enfin, a priori, ça fonctionne pas. On a certainement touché une corde sensible chez certaines personnes, pas dans le bon sens, voilà. Bon. Mais voilà, ça reste un milieu quand même un peu musclé. C'était plus sur un peu de la psychologie de base. C'est pas une critique du tout de la démarche, mais de la psychologie de base, et de se dire, oui, les autres l'ont fait, et avec un effet positif, par exemple. Montrer qu'il y a un intérêt à y aller, pas simplement dire les autres l'ont fait. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Et en fait, on se creuse la tête pour trouver des messages qui soient parfaitement adaptés, hein, de même que les gens de l'équipe se creusent la tête pour chercher des modalités de paiement qui puissent convenir aux gens. Bah, nous, on cherche des modalités de non-paiement, d'incitation qui pourraient leur convenir aussi. En fait, des expérimentations qui ont des effets pervers comme ça, des effets boomerang, il y en a d'autres. On en avait fait une chez les irrigants dans le sud de la France, où on informait les gens de où ils en étaient de leur quota. Et ben, on s'est aperçu, donc, ceux à qui on disait vous avez vraiment dépassé votre quota, vous utilisez beaucoup plus d'eau que les gens qui utilisent la même rivière que vous, ils se calmaient. Mais ceux qui étaient les plus vertueux, quand on les informait qu'ils étaient bien en deçà de la moyenne, ils disaient « Ah bon? Ah ben j'augmente !» Et du coup, effet contre-productif, voilà. Donc, les effets psychologiques pervers dont vous parlez, il y en a partout, pas que chez les agriculteurs, probablement chez les consommateurs aussi, j'en sais rien. Et donc, nous, notre travail, c'est de les anticiper le mieux possible. Avec des projets pilotes comme ça, c'est vraiment idéal pour éviter des drames à grande échelle, hein. Donc, c'est tout l'intérêt de faire des petites expérimentations sur des petits groupes pour se prémunir des effets contre-productifs qui auraient des dégâts plus importants d'un point de vue environnemental. On va prendre une dernière question, puis après, on va avoir une pause café. Merci. Moi, donc, Hervé Hanin, toujours Institut Agro Montpellier. J'ai une question. Moi, je comprends que ça ne met pas en cause complètement la théorie des nudges. Je trouve que celui-là n'a pas fonctionné dans ces circonstances-là. Je comprends aussi que la rationalité supposée
de l'acteur économique. Oui, c'est pas la première fois qu'on démontre que c'était effectivement, c'est pas sûr que ça s'est vérifié. Mais je m'interrogeais en reprenant un peu peut-être la piste que trace Éric Giraud-Hérault à Bordeaux. Est-ce que vous faites l'équivalent de ce qu'on fait en marketing quand on fait des approches quantitatives? On les fait généralement précéder d'approches qualitatives pour essayer d'appréhender un petit peu, si c'est ce que je comprends, quels pourraient être les mécanismes décisionnels, etc. Est-ce que vous le faites classiquement ou dans ce cas-là pour essayer finalement d'identifier le nudge qui pourrait peut-être le mieux correspondre à ces mécanismes décisionnels? Est-ce que ça pourrait pas être une réponse? Est-ce que c'est classique? Je ne connais pas bien. Oui, on l'a fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que donc on a construit le design du protocole expérimental sur la base de nos connaissances, de tout ce qui a été fait avant nous, pas auprès des viticulteurs du Languedoc, mais auprès d'autres gens. Et donc ça nous a, voilà, puis en collaboration avec Caroline Lefebvre qui connaît très très bien le terrain, donc on a designé un truc qui nous semblait pas mal pour un projet pilote, mais après c'est dans l'autre sens. Donc après on est retourné voir des volontaires qui étaient d'accord pour examiner les résultats avec nous, donc pas les 500 hein, évidemment, il y a une poignée de 10 personnes à qui on a montré les résultats et on leur a posé la même question que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc parmi toutes les hypothèses et les interprétations possibles, celle qui ressortait le plus souvent, c'était vraiment ce sentiment, une forme d'injustice d'avoir été comparée à une cave qui n'est pas comparable. Voilà. Alors que sur papier, elle l'est, mais voilà. Et donc, voilà, on était contents on avait appris quelque chose, quoi. Une toute dernière remarque. Oui, une dernière remarque pour être un pratiquant donc, du sujet, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Vous disiez nudge, coup de pouce. Est-ce que vous n'avez pas attendu trop du sujet, trop de l'outil? Parce que fondamentalement, ce qui intéresse le vigneron, c'est, nous on avait valorisé le sujet entre la pose et dépose du diffuseur, plus le coût du diffuseur à quelque chose, si ma mémoire ne me trompe pas, mais je dois être dans cet ordre-là, de l'ordre de 250 € par hectare. Quand vous lui assurez ça derrière, d'une part, ensuite, le fait de s'entendre avec son voisin, etc., pourrait être l'objet d'un nudge, mais peut-être pas le nudge pour les 200 versus les 250 €. Là, vous rêvez complètement. Je sais que les vignerons coopérateurs sont des bourrins, j'ai bien entendu, mais quand même, ils ne sont pas complètement cons non plus. Vous avez tellement raison. Mais d'ailleurs, vous l'avez observé dans les graphiques, la lutte bio, elle a explosé hein, dans les deux groupes. Tout le monde s'engouffre là-dedans et c'est super, et tant mieux. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit... Voilà, parce qu'ils le font avec un soutien financier voilà, et d'autres enjeux qui sont bien au-delà du simple levier psychologique sur lequel on s'appuie. Nous, on ne veut pas on ne veut pas économiser de l'argent public au point de remplacer une subvention par un nudge. Ça serait super cool, mais on n'a pas cette prétention. Mais juste, voilà, savoir, est-ce que c'est juste cette histoire de coût de coordination là? Faut des hectares, faut 20 hectares adjacents, machin. Est-ce que ce coût de coordination, les faire venir à la réunion, juste se mettre autour de la table pour vérifier que c'est possible et que Caroline va s'occuper de tout ça, machin, donc c'est quand même pas grand-chose. Juste se déplacer à la réunion, est-ce qu'on pourrait pas juste le faire en leur donnant ce petit coup de pouce voilà. Mais effectivement, ça ne se substitue pas à tout l'arsenal de politique publique qui est probablement nécessaire pour accompagner un changement de paradigme à grande échelle. Ça, je suis ultra d'accord avec vous.